Voilà, donc on va pouvoir passer à une phase de questions-réponses. Donc j'imagine qu'on va faire circuler un micro. Donc je propose qu'on prenne un petit volant de questions en premier. Après, on passera la parole aux intervenants. S'il nous reste du temps, nouvel ensemble de questions. Voilà. Alors j'ai déjà Soraya. Alors j'ai monsieur. Vous pouvez peut-être vous présenter rapidement. Oui, bonjour, Olivier Vallée, je suis consultant. Et je voulais témoigner de quelque chose qui m'avait été donné lors d'une enquête. C'était une commande sur les forces et les faiblesses d'une direction, où on avait trouvé qu'il fallait restaurer la confiance. Et ce témoignage, c'était un jeune cadre qui avait une équipe et qui me disait, voilà, chaque année, on me demande de faire des entretiens individuels, ce que je fais. On me demande naturellement de témoigner de ce que j'ai trouvé. Et puis ensuite, on me parle des augmentations de salaire. Bon. Je dis ce que j'en pense, je donne mon avis. Et quand je dois augmenter mes collaborateurs, finalement, on n'a pas tenu compte de mon avis, voire même, je suis obligé d'augmenter quelqu'un que j'aurais pas voulu augmenter. Et il me répond à ce moment-là, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais ? Je dis que ça vient de moi, parce que si je dis pas que ça vient de moi, je suis plus leur manager. Voilà une forme de double contrainte, ou de ce qu'appelait M. Gallois, je dirais le malaise du management intermédiaire. Oui, Patricia Blancard, CFDT Cadre. Je voulais juste conforter ce qui a été dit par l'enquête qui est encore en cours, qui est la parole au manager, où on en est actuellement à 710 réponses. Et on a une question sur quelles sont vos marges de manœuvre pour piloter les rémunérations. Et effectivement, fonction publique inclus, on a 26% qui disent qu'ils ont des marges suffisantes, 52% insuffisantes et 22% inexistantes, donc ça rejoint bien. Et sinon, à titre personnel, j'ai quitté HP il y a 10 ans, et déjà il y a 10 ans, on avait mis en place les grades. Et effectivement, quand on était au-dessus de la médiane, même si on performait bien, c'était 0% en termes d'augmentation individuelle. Donc voilà, avec les contestations sur le ranking qui ont été faites. Vous n'aurez pas oublié de toute façon que Benoît Ostertag nous a dit que Renault a introduit ce système-là pour améliorer le lien entre performance et reconnaissance. Norbert Tangy de la Fédération des cadres de direction, Fédération interprofessionnelle des cadres de direction. Je voulais signaler une expérience intéressante. Nous sommes intervenus pour dénoncer en quelque sorte à des régulateurs, Commission de régulation de l'énergie, Autorité de sûreté nucléaire, des conditions de rémunération de dirigeants mandataires sociaux et salariés qui nous paraissaient incompatibles avec la compliance, ce qu'on appelle la compliance. Donc je vous suggère ces interventions lorsque vous assistez à des comités de cotation et que vous voyez apparaître des critères ou des rapports avec des salaires qui sont incompatibles avec des objectifs publics. Une question sur la fonction que vous venez de citer, sur Compensation and Benefits, Comp and Ben. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le positionnement de ce type de fonction par rapport au RH et par rapport au manager ? Et puis j'aurais voulu poser la question aussi à nos représentants du personnel. Quelles expériences ont-ils de cette fonction ? Oui, bonjour, Vincent Talaoui, cadre dans les télécoms et puis sympathisant d'EP, CHSCT. On reçoit beaucoup de femmes qui viennent nous présenter leurs dossiers, notamment en termes d'égalité salariale, qui parlent beaucoup de travail égal, salaire égal, qui comparent leur activité, leurs compétences à celles de leurs collègues masculins, et on a beaucoup de mal à défendre leurs dossiers. On a énormément de mal à dialoguer avec les directions des entreprises, on a énormément de mal à mettre en place des plans de rattrapage ou des grilles de rémunération qui prennent en compte une évolution de carrière qui n'a pas été la même que celle de leurs homologues masculins, encore une fois à travail égal. Voilà, merci de prendre en compte cette question. On constate simplement qu'il y a une première loi en 2011 qui a été votée, une loi qui demande l'application de la loi. Donc est-ce que le législateur n'est pas aujourd'hui impuissant face à ce phénomène de fond ? Et en 2014, encore une fois, le législateur relégifère encore une fois pour redemander l'application de la loi. Donc les mécanismes législatifs existent. Malheureusement, on constate qu'ils ne sont pas appliqués. Merci. Bonjour, Antoine Boulet, France Stratégie. Je voulais juste savoir, est-ce que vous savez à peu près quel est le taux de pénétration de ces méthodes de référence de marché dans les entreprises, c'est-à-dire
quelle est la proportion de salariés qui sont concernés aujourd'hui par ces outils chez les cadres, et dans quelle mesure ça se diffuse ou c'est répandu chez les non-cadres. Voilà. Quelle est l'ampleur du phénomène et son ancienneté aussi. Oui, bonjour, Christophe Kaufmann, je suis manager commercial chez Nestlé Waters, et donc je subis aussi le système des grilles Mercer, et je me posais une question sur le fait que ce système finalement s'auto-alimente, c'est-à-dire que puisque les médianes sont évaluées, le marché est évalué par les salaires d'entreprises mondiales, qui sont elles-mêmes en train de réduire, parce que nous, c'est ce qu'on constate au fil des années, que l'enveloppe des augmentations annuelles, nous, on n'est même plus à 1% comme chez Alcatel, et pourtant on est en bonne santé. On est l'année dernière à 0,7%. Moi, j'ai le souvenir, il y a 6 ans, on avait démarré à 2,8%, donc chaque année, ça s'est dégradé. Donc en fait, comme ça se dégrade, et que derrière, les médianes sont évaluées sur les salaires, qui sont eux-mêmes de moins en moins augmentés, ben forcément les médianes sont également de moins en moins fortes aussi, quoi. Donc c'est un cercle infernal, et je ne vois pas bien comment, avec ce système-là, on peut aussi sortir d'une non-augmentation significative liée aux performances. Parce que ce qu'on constate, nous, chez nous en tout cas, c'est que très clairement, au début, quand le système a été mis en place, ben oui, les gens étant performants, il y avait des bonnes notes. Et très rapidement, au bout de 2-3 ans, FICO est venu taper le poing sur la table chez RH en disant ça suffit, je vous donne 2% d'augmentation et vous dépensez à cause de vos notes 2,5. Donc maintenant, je vous donne que 2 et vous dépensez que 2. Donc on s'est retrouvé dans un système où ils sont mis à faire des réunions d'harmonisation des notes avant les entretiens et à dire au manager, bon ben voilà, ton collaborateur, tu ne peux pas le noter plus que tant. Parce qu'en fait, ils ont mis les notes avant dans un tableur, et ils ont vu que pour arriver à 2, il ne fallait pas augmenter un tel de plus que telle note. Voilà. Oui. Bonjour, Florencio Martin. Florencio Martin, je travaille pour les centres de recherche de Veolia. Donc nous, ça fait quelques années déjà qu'on vit ce système-là. Donc je vois que c'est une application mécanique, avec une référence marché qu'on ne connaît jamais. Et donc, théoriquement, si c'est une application mécanique, il devrait y avoir de moins en moins de discrimination entre les hommes et les femmes. Parce que finalement, il n'y a pas de raison qu'une femme ou un homme soit traité différemment dans ce système. Là, ce qu'on observe, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et deux, il y a une notion floue qui s'appelle la responsabilité. Puisque derrière ce terme de responsabilité qui est un petit peu générique, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, et certains peuvent être plus responsables que d'autres en fonction du poste, puisque c'est un grade qui contient plusieurs métiers. Et donc ce niveau de responsabilité joue pour mettre un peu de flou dans ce système-là. Et ça favorise forcément les plus hauts cadres et les plus hauts dirigeants. Donc souvent les plus hauts salaires. Donc j'avais une interrogation sur ce point-là, en termes de, plutôt pour Madame Nagel, sur l'analyse qu'elle peut faire du système de haies. Peut-être s'arrêter là ou prendre une toute dernière question, et puis après, rassurez-vous, on refera un tour de piste. Bonjour, Marie-Claude Saget, Initis, je suis consultante et je mets en place dans des PME, PMI la responsabilité sociétale d'entreprise. Nous mettons autour de la table en général le comité de direction et les IRP. Et s'ils ont des problèmes de reconnaissance, très curieusement, jamais, au grand jamais, on ne parle de rémunération. Les syndicats n'en parlent pas. Ce n'est pas à moi d'aborder véritablement le sujet du taux de rémunération dans les entreprises, mais je constate que c'est quelque chose qui n'est jamais abordé, alors que, effectivement, le fait du leadership est abordé sans aucun problème. On arrive à des consensus, mais le salaire, personne n'en parle. Voilà, c'était simplement cette expérience. Merci. Alors avant de passer à une série de questions suivantes, on va demander à nos intervenants de quelles questions ils veulent s'emparer ou sur quelles remarques ils veulent rebondir. Daniel Escal peut-être. Moi je dirais que sur compensation
compensation and benefits, c'est vraiment au plus haut niveau du groupe que ça se situe. Hein. C'est-à-dire que au départ, c'était une direction à part, et puis maintenant, c'est directement la DRH du groupe qui s'en occupe, quoi. Benoît ? Oui, chez Renault, il y a cette fonction qui est arrivée au moment où ils ont séparé les RH France et les RH groupe. Et c'est venu effectivement comme une des sous-directions de la DRH Group. Mais effectivement, on s'est toujours posé la question au départ, quel est le rôle de cette personne interne de la compensation des bénéfices, qu'est-ce qu'on met derrière? Effectivement, on commence à voir peut-être finalement par l'application de la méthode le rôle de cette fonction. Mais c'est très loin et c'est toujours positionné et présenté comme le regard international. Et je précise qu'en général, les personnes qui tiennent ces postes, c'est des profils extrêmement techniques, de statisticiens, c'est des personnes qui sont vraiment extrêmement pointues, qui sont capables d'agréger des quantités de données, références marché et autres, de produire des systèmes. Donc on n'est plus dans la gestion des ressources humaines, dans le bureau d'à côté, où on allait discuter en sortant de la négo pour faire 3 calculs, pour repartir en négo. Enfin, je veux dire, on est dans une autre dimension, et c'est en général des équipes. On n'a pas un compound ben tout seul. C'est une équipe qui travaille sur toutes ces... Alors on parle de grands groupes, évidemment, tout ça est à dimensionner en fonction des entreprises concernées. Oui, ben alors juste, il y avait une question sur le taux de pénétration. Aujourd'hui, revendique 800 000 salariés, 880 000 salariés dans ses bases en France, dans 550 entreprises. Donc, bon, c'est beaucoup. C'est la quasi-totalité des grandes entreprises et puis beaucoup d'entreprises moyennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de Hay ou de Mercer ou Hewitt, c'est une diffusion de cette pensée-là dans la tête des dirigeants. Et je dirais que c'est peut-être ça qu'il faut avoir vraiment en tête. C'est-à-dire que ces pratiques ont infusé. Et je suis sûre que dans vos entreprises, il y a des tas de... Il n'y a pas Hay dans beaucoup d'entreprises qui sont représentées ici. Et pourtant, on vous a déjà dit, oh, mais les références marché, le marché a dit ci ou ça. Et donc, cette pensée-là a infusé, y compris dans des entreprises qui n'achètent pas, en quelque sorte, la méthode packagée, quoi. Donc ça, c'est un point important. Après, sur la question des médianes, qui diminuent et augmentent, et qui donc, le système s'auto-alimente, ce que disait M. Kaufmann. En effet, on voit même dans des entreprises, les références d'un grade peuvent diminuer, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire que tout d'un coup, parce que le compound ben a refait tous les calculs, et donc la référence marché du grade va diminuer. Donc on ne diminuera pas les salaires des personnes. Mais du coup, ils vont tous monter dans la grille, puisque le salaire de référence diminue, et à partir du moment où ils montent dans la grille, ils ont accès à moins d'augmentation individuelle. Donc ça, c'est des effets qui sont quand même perturbants pour tout un chacun. Et puis l'autre chose, c'est que à partir du moment où une entreprise dit pour mes cadres dirigeants, je vais sciemment les rémunérer au 3e quartile de la référence marché, ce qui signifie donc un niveau quand même très sensiblement au-dessus, eh bien vous comprenez que le marché n'existant pas, le marché c'est juste la somme de ces 550 entreprises, ça n'est rien d'autre. Donc à partir du moment où on rémunère au-dessus du marché, eh bien en effet le marché l'année d'après va avoir encore très fortement augmenté pour ces groupes de salariés-là. Et ça va à nouveau, il y a un effet d'entraînement qui est extrêmement puissant et contre lequel, là pour le coup, on est très démunis parce qu'on est au-dessus de votre périmètre de négociation et de notre cadre d'intervention. Et enfin, malheureusement, ça ne protège pas des inégalités salariales, ça on le constate tous les jours, puisqu'il y a une forte, on encadre des pratiques individuelles, mais on donne l'illusion de gérer de manière collective des cas individuels, mais en fait ça reste très très individuel. Quand on a 40 ou 50 points de différentiel entre un mini et maxi sur un même grade, vous comprenez bien qu'il peut y avoir une diversité de situations colossale qui fait qu'on pourra avoir de très grandes inégalités de traitement, malheureusement, malgré des méthodes qui semblent extrêmement carrées, quoi. Voilà. Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, je voulais dire un mot sur les inégalités hommes-femmes dans la fonction publique. Je sais que Frédéric Nortier va y revenir, mais j'avais des chiffres que j'avais envie de vous citer. Alors, sur la part indemnitaire, à travail égal, emploi égal, il y a 10% de différence entre les femmes et les hommes.
d'une manière globale, et là on n'est pas à emploi égal, les écarts salariaux, dans la fonction publique de l'État, un homme gagne 16% de plus qu'une femme, 12% de plus dans la fonction publique territoriale, 27% de plus dans le secteur public hospitalier. Et là, on n'est pas sur des effets individuels, on est sur des effets de carrière, où le constat qui est fait depuis des décennies, c'est que les femmes qui sont majoritaires dans la fonction publique en catégorie C sont de plus en plus rares vers les emplois dirigeants qui, comme vous l'avez vu, ont la plus grande part des primes et des rémunérations, et ça s'appuie évidemment sur des effets du type de ceux dont nous parlait Philippe Denimal, sur des critères d'évaluation de l'ordre de la disponibilité, de la présence au travail toute la journée, des effets de carrière qui fait que c'est à l'âge des grossesses que se font les promotions. Il y a un rapport qui est sorti cette année sur le plafond de verre dans les ministères, comment l'organisation fabrique les dirigeants et dirigeantes, et ça produit énormément d'inégalités. Pour le moment, on en est encore sur des effets d'analyse des causes. Il y a eu mis en place des quotas, en même temps que pour les conseils d'administration des grands groupes, des quotas de femmes, mais on est loin d'avoir attrapé ces écarts. Alors, je vous dis ça parce que la vision qu'on a de l'administration et qu'ont les fonctionnaires eux-mêmes, c'est que comme on a tous passé les mêmes concours, qu'on est géré dans les mêmes grilles et qu'on a en tête la notion d'équité, le fait qu'il y ait des inégalités de ce type est extrêmement choquant. Il y a un vrai refus, même de l'accepter, y compris côté syndical parfois, parce qu'on vit dans un univers un peu fantasmé d'égalité, et le constat est que non, on en est encore loin. Sur ce point, je voulais juste souligner un point, et puis j'avais une question à poser. C'est qu'effectivement, souvent quand on discute avec des équipes syndicalistes, ils mettent en avant la notion justement, quand il faut lutter contre les inégalités femmes-hommes, écoutez, de toute façon, ça ne respecte pas le principe à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Et effectivement, ce que nous leur rétorquons déjà, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas à travail égal, salaire égal, mais à travail égal, à travail de valeur égale, salaire égal. Et cette notion de valeur égale, finalement, elle ne peut se mesurer qu'à travers la classification. C'est même le principe de la classification, c'est pas uniquement les minima, mais c'est aussi la question de pouvoir mesurer la valeur égale du salaire, ou évaluer s'il est égal ou pas, si c'est pas respecté. Et ça, c'est quelque chose de très important, d'où l'importance de la question des classifications, au-delà de la question des salaires minimums. Puis alors, il y a un autre élément dans une mission que j'ai faite, qui rappellera peut-être quelque chose à Philippe Denimal. On parlait beaucoup des talents. Et donc j'en discutais avec mes collègues Syndex. Effectivement, moi je le découvrais pour la première fois, que finalement ce qu'on rémunérait, c'était pas des emplois, c'était pas des salariés, c'était pas du travail, c'était des talents. Et en discutant avec mes collègues de Syndex, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était une notion qui commençait à devenir assez galopante, et qui est quand même très, très lourde au niveau idéologique. Et le talent ne peut pas sous-performer, donc ça explique pourquoi il est payé plus cher. On prend une dernière série de questions. Bonjour, Christophe Boudier, DCNS. J'ai une question très courte qui va peut-être paraître naïve, mais est-ce qu'il y a des bons exemples à suivre ? La réponse risque d'être rapide aussi. Donc, Loubi Komion-Kieba, je suis délégué syndical à Alcatel-Lucent. Donc, je trouvais notamment dans l'exposé de Daniel et puis de Benoît, on voit à quel point finalement les grandes entreprises sont conformistes, ils se copient les unes aux autres. Je suis vraiment déçu, vu la performance que devraient avoir les grands dirigeants, mais ils sont vraiment d'une banalité, c'est écœurant. En fait, finalement, ils suivent le modèle
dominants, ils ne font pas preuve d'originalité. Il faudrait arriver justement à essayer comment de faire, comme à l'époque on parlait de réforme et de contre-réforme, je crois qu'il y aurait lieu justement au niveau des organisations syndicales, au niveau de la France, au niveau mondial, d'essayer aussi d'avoir une approche idéologique pour essayer de contrer avec des arguments valables sur ces questions-là. Et je crois aussi qu'en fait, finalement, on aurait tort de se coucher devant la performance, l'infaillibilité des modèles des statisticiens, des matheux, des mathématiciens. Ça s'est arrivé aussi, vous savez, quand il y a eu la crise économique, à un moment donné, finalement, on a vu que des modèles mathématiques imposaient leurs lois. Je crois qu'il serait temps d'essayer de faire autre chose, de s'appuyer, d'essayer d'apporter autre chose. En fait, finalement, le talent, la coopération n'est pas nécessairement rationnel, c'est dans les interstices que ça se place. Et je crois qu'il pourrait aussi, peut-être que dans les grandes organisations, on pourrait aussi s'appuyer sur ce qu'on appelle, le code éthique, où il est dit souvent qu'on ne peut pas discriminer. Je crois que ça serait un levier pour essayer d'apporter la contre-offensive. Merci. Bonjour, Tanguy d'Orange, intervenant à Syndex, et dans une vie antérieure, j'ai animé pendant 12 ans un comité de classification qui était composé de RH, qui était composé de responsables de différentes unités, opérationnelles, fonctionnelles, et qui était composé de représentants du personnel. La première chose que les représentants du personnel m'ont demandé, c'est est-ce que je pouvais les en virer. Parce qu'il faut savoir qu'une classification d'un poste, dans une méthodologie qui se respecte, ça ne se fait pas à la majorité, ça se fait à l'unanimité. Et ça veut dire qu'après, quand les organisations syndicales sont dans le processus de classification, ils assument après vis-à-vis des salariés. Et parfois, c'est pas facile. Et donc, j'ai pas de religion établie sur pour ou contre. Je dis que si, dans un premier pas, les représentants du personnel pouvaient déjà avoir de la transparence, c'est-à-dire on soulève le capot, encore la méthode elle est connue dans ses critères et sous-critères, mais souvent des classifications maison, les critères sont parfaitement inconnus des élus, les niveaux dans les critères sont parfaitement inconnus des élus. Déjà, si vous savez ça, vous en savez beaucoup plus que la plupart des représentants du personnel. Et si après vous avez un droit de regard et un droit de critique sur les positionnements qui ont été faits, vous gardez votre rôle de veilleur sans forcément vous avoir été mis dans une situation, et parfois de manière un peu malicieuse de la part des directions, de vous mettre en position de devoir assumer vis-à-vis des salariés les positionnements qui ont été faits, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Juste, si vous êtes intéressé par les classements maison et par la perspective historique, il y avait un travail de l'historienne Laure Pitty, je crois, en 2005, dans la revue de l'IRES, qui avait déniché un classement maison de Renault, et qui avait une forte parenté avec l'une des choses qu'on a pu voir, avec la seule différence que ça variait pas du simple au double sur le même coefficient, mais sans ça, c'était exactement le même principe. Je prends une dernière question. Oui. Jacques Cruvellier, délégué syndical CFDT, SFR. Donc, SFR numéricable désormais d'ailleurs. Donc, je voulais dire que nous sommes en plein dans la pratique de la méthode E, bien évidemment. Nous, la référence est le cabinet 8. Nous vivons dans le nuage de points, dans le cloud, on va dire, pour reprendre les termes métiers. Donc, c'est très nébuleux, c'est vécu de façon très injuste et ça a été imposé. Et ça fait chaque année l'objet d'âpres discussions avec la direction, parce que par contre, on a un assez bon dialogue social. Moi, la question que j'ai, c'est l'interférence par rapport à la négociation de la branche, des branches professionnelles. Est-ce que quelque part, c'est pas un système qui se boucle sur lui-même? Est-ce que la négociation des branches peut être un moyen, on va dire, de casser un petit peu la méthode E, ou est-ce que elle ne concerne que de la préservation de minima? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième question, qui est, on voit du coup que la rémunération a atteint ses limites en termes d'éléments de motivation. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de changer de système de valeurs concernant l'évaluation? Jusque-là, on a été dans la glorification, on va dire, d'éléments individuels de rémunération. Or, on s'aperçoit de plus en plus que la solution vient quand même dans l'animation et le lead des collectifs. Donc, est-ce que quelque part, il ne faut pas redéfinir des bases
Et effectivement, je rejoins les remarques du collègue d'au-dessus sur le fait qu'il serait bon que les organisations syndicales bâtissent une logique qui puisse à la fois tenir les règles de l'équité, de l'égalité entre hommes et femmes, parce que ça c'est clairement inadmissible qu'aujourd'hui il y ait des écarts aussi importants que ceux que j'ai entendus pour la fonction publique, mais c'est pareil aussi dans les grandes entreprises privées, et ça c'est vraiment pas normal, sur la logique d'une carrière où justement la femme, en raison d'une carrière hachée, justement, paie 2 fois en fait le prix, alors même qu'elle contribue à la prospérité nationale. Donc voilà les remarques, et est-il temps de changer de système et par où commencer? Merci. En tout cas, il est temps de répondre aux questions. Voilà, je vais passer la parole une toute dernière fois pour quelques mots rapides à nos intervenants. Dans l'ordre que vous souhaitez. Benoît a l'air de vouloir dire quelque chose. C'est sûr. C'est surtout en réaction à, effectivement, à la position syndicale. On n'a pas répondu tout à l'heure à la réaction de madame qui disait vous ne vous êtes pas exprimé sur les rémunérations. On a conscience qu'effectivement c'est un terrain sur lequel c'est un terrain qu'on n'occupe pas suffisamment et qu'on devrait occuper. On a notre part de responsabilité, c'est clair. Mais alors pourquoi on n'a pas fait l'analyse maintenant, mais ça rejoint ce que disait le copain, c'est qu'à partir du moment où tout devient individuel, quelle est la prise qu'on peut avoir collectivement, et comment derrière les salariés vont nous suivre. Enfin, comment arriver à faire adhérer les salariés à une revendication collective, c'est-à-dire que ça les renvoie à leur propre responsabilité dans ce système. Donc c'est pas simple, mais c'est une bonne question, et on ne peut pas échapper à ce terrain-là au risque de subir davantage. Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes épuisé. Non, tout enfin, a été juste dit. pour la question qui était est-ce qu'il y a des bons exemples, je pense qu'un système de rémunération, par définition, ou un autre, est rempli de problèmes, voilà, de personnes qu'on ne sait pas où mettre, qui sont trop hauts, trop bas, de cas tordus. Enfin, dans toutes les entreprises, il y en a des quantités. Et donc, ne fait pas exception. Et même parfois, enfin nous, à l'étude, et parfois même plus fragile à l'étude, parce qu'en fait, tout est tellement normé que la moindre exception devient une exception à une règle écrite. Ce qui fait que parfois, ça peut être plus simple de contrer une règle écrite qu'à la limite une somme de principes un peu non dits et tacitement acceptés par le collectif. Donc, je ne sais pas si on peut répondre à cette question, en fait. Voilà. Oui, juste un mot pour préciser une chose que j'ai oubliée, qui est très importante sur la situation des femmes et des hommes relative dans les fonctions publiques. Ça tient évidemment beaucoup aux métiers féminins et métiers masculins, comme dans le reste de la société, en particulier dans l'hospitalière. S'il y a de tels écarts, c'est parce que les emplois on va dire, du monde infirmier sont plutôt féminins, alors qu'au moment des analyses, les emplois de direction du côté médical étaient majoritairement masculins. C'est encore le cas, ça pourrait peut-être évoluer. Et donc, je trouve très intéressant ce que nous a dit le collègue de Syndex sur le fait de dire à valeur de travail égal, salaire égal, parce qu'on est bien sur cette question-là. On n'est pas à travail égal, salaire extrêmement différent, mais on est sur des déséquilibres très grands. Et je voudrais finir par une dernière anecdote. Elle est ancienne, elle est naïve, mais nous l'avions fait au moment où on a mis en place au ministère de l'Industrie des primes différenciées à l'époque sans aucune transparence. Nous, on avait syndicalement affiché nos primes. On avait commencé par se dire on va faire un pot commun et se répartir les primes à égalité. On a assez vite buté sur la complexité, mais le geste militant qu'on faisait tous les ans, c'était un tableau qu'on mettait au panneau syndiqué où chacun indiquait son montant de prime. Je dois dire que dans l'univers du ministère de l'Industrie, on avait réussi, parce qu'on a eu un ministre un peu particulier aussi, à obtenir une transparence complète du système indemnitaire, avec une fiche de politique indemnitaire tous les ans qui disait telle catégorie aura plus pour telle raison et ça sera tant pour cent pour tout le monde, et pour chaque personne une feuille disant dans son grade quelle était la prime médiane, minimum, maximum, et sa propre prime. Et quand on était dans les extrêmes, on avait droit à une lettre écrite expliquant les motifs et une commission de recours. C'était vraiment un système de transparence tout à fait intéressant. On était à la fin des années 90, depuis tout ça est parti dans l'histoire. Ça y est, vous avez répondu tout ce que vous vouliez répondre.
Alors voilà, donc on a notre thème de colloque dans 1 ou 2 ans, qui est la démobilisation peut-être des salariés concernés. Peut-être que ce serait intéressant d'entendre Olivier Favreau ce soir, en fin d'après-midi, nous dire ce qu'il pense de la représentation du marché qui a été véhiculée ici, dans lequel on ne parle pas beaucoup de qualité des produits, qualité des hommes, etc. C'est un point qui me paraîtrait intéressant. Voilà, on va vous libérer pour aller déjeuner. Ah non, on déjeune pas tout de suite, c'est vrai, j'ai tort. Hein. Voilà, on termine cette table ronde. Merci beaucoup et merci à nos intervenants que vous pouvez applaudir peut-être.